Merci de nous regarder à Semendoa dans la province du Maïndombe, même heure, 9h30, à Bokouda. Bokouda, nous sommes dans la grande province de l'Équateur. Madame, Messieurs, le discours du président, c'est grand oral de Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, du haut de la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Deux grandes segmentations à scruter tout à l'heure. Le président de la République qui est largement revenu sur la question sécuritaire, l'agression rwandaise extempiée M23, mais aussi la duplicité de certains membres du Conseil de sécurité, pour ne pas dire certains membres de la communauté internationale. Félix Antoine Tshisekedi en appelle à la fermeté de l'ONU pour résoudre définitivement cette crise. Et finalement, Kinshasa comprend qu'il n'est que seul à Bunagana et qu'il ne peut plus compter sur l'ensemble de la communauté internationale. Félix Antoine Tshisekedi a appelé donc le président de cette assemblée des Nations Unies de pouvoir distribuer les rapports du groupe d'experts de l'ONU et du mécanisme conjoint de vérification, ces rapports qui accablent ni plus ni moins Kigali sur cette agression, mais aussi cette balkanisation de fait de certains territoires de notre pays. L'implication rwandaise dans cette affaire, dixit le président de la République, ne fait plus l'objet d'aucun débat. Félix Antoine Tshisekedi, dans le deuxième volet de son discours, est également revenu sur la question de nos ressources naturelles. Nous allons exploiter cela, dit-il. Le président de la République estime que le Congo n'a signé aucun acte, aucun engagement, aucun pacte pour ne pas exploiter nos biodiversité. Alors, le discours, il est beau, il est bon également. Un discours sans ambages, sans gants, très offensif. Est-ce qu'il suffit simplement de dire que c'est le Rwanda? Oui, parce que s'il ne l'avait pas dit à Kinshasa, on dirait, voilà, il n'a pas indexé le Rwanda. Bon, au-delà de le dire, quelle est la solution à la congolaise? Qu'est-ce qu'il faudra désormais faire? Déjà ce matin, nous vous apprenons que le Premier ministre fait le déplacement de deux provinces sous état de siège. Sama Lukonde n'est pas seul, c'est une forte délégation, mais aussi des parlementaires, membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Première évaluation de la question sécuritaire, mais aussi l'évaluation de l'état de siège décrété depuis le mois de juillet de l'année passée. Mais aussi, il faut le savoir, ça c'est très important, comment réadapter les systèmes sécuritaires, notre système de défense. Ça, c'est le vice-président de la commission de défense, le professeur Jacques Njoli, qui l'a dit. Mais c'est pendant ce temps que vous avez appris depuis hier l'arrestation du chef militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le général, je crois que c'est le lieutenant général Filemon Yave. On l'accuse de fomenter un coup subversif contre l'État pour renverser les institutions, mais aussi il serait de mèche avec des forces étrangères. C'est dans ce contexte que vous avez aussi appris qu'un colonel est déféré devant la haute cour militaire parce qu'il a empoisonné un général. C'est toujours dans le Nord Kivu. En tout cas, ça peut paraître comme banal, mais ça démontre au grand jour la dissension au sein de notre armée et ça ternit même l'image du pays, pour ne pas dire l'image de nos forces armées et de défense. Comment dans un contexte comme ça, on peut prétendre gagner une guerre? Comment dans un contexte où un colonel vient empoisonner un général, vous êtes tous au fond, on vous apprend qu'un général est pris par les services de renseignement militaire parce qu'il serait des mèches et il voulait prendre, si je me renseigne, je me rappelle, à l'article du scoop RDC, il voulait prendre la tête du M23 pour faire avancer ces mouvements qualifiés de terroristes au niveau de Goma et marcher sur Kinshasa. On en parlait tout à l'heure. Didier Tshimanga, il sera aujourd'hui devant la justice. Confirmation de Théodore Ngoyi dans un communiqué relayé par les journaux et les médias en ligne ce matin. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir choisi CCTV et c'est l'émission Kiosque avec mon homonyme Serge Nseka, qui n'est plus à présenter dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge et merci de l'invitation. Salutations à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments. Apparemment, quand je faisais l'annonce de mon émission, je vous ai vu un peu, je lis la tristesse en vous.
Je crois que ce qui se passe actuellement sur fond des crises russo-ukrainiennes, c'est vraiment un drame au regard de ce qui se passe en République démocratique du Congo. La question que moi je me pose, j'anticipe, est-ce que Félix Tshisekedi, la voix du Congo, sera entendue? Parce que les débats semblent être dominés par le débat autour de cette crise que je venais d'annoncer tout à l'heure. Justement, Macron hier s'est exprimé sur le terme solidarité et souveraineté en ratissant, en demandant aux pays africains de s'allier aux côtés de l'Occident, de l'Europe, de l'OTAN, parce que c'est l'Europe qui construit les écoles, qui donne les fonds, qui soutient nos budgets et tout. C'est-à-dire que on peut beau crier, mais est-ce que nous serons entendus? Aucun mot sur la crise à l'Est du pays. Mais justement, la question qu'on se pose, est-ce que la voix du Congo sera audible? C'est la question. Très bien. Deuxième invité. Allez, on va aller très vite, mais pas dans la précipitation. Le deuxième invité, toujours à ma droite. Mike Gardi, Diana. Ouf, ça fait tellement longtemps. C'est pas vu. Mike Gardi, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. Ça fait longtemps. Et bon retour à Kinshasa. Ah oui. On s'est vu il y a très longtemps parce que tu étais en tournée de travail, c'est normal. Et je profite pour dire bonjour aux téléspectateurs de cette belle émission et à mes co-débatteurs. C'était une tournée qui m'a aidé à découvrir un peu le Congo. Exactement. J'ai fait Lubumbashi, Kolwezi, Muchacha, Sandoa, Kassaji, Dilolo. Et à Kolwezi, tu as rencontré la gouverneure? Non, on ne s'est pas vu avec la gouverneure. D'ailleurs, je n'ai pas compris comment, après mon passage, elle s'agite, parce qu'on a dit qu'il y avait des routes qui ont été construites sur initiative du président de la République et que le président a élevé à des rangs certaines dignes filles de cette province. On n'a pas compris l'agitation de cette dame. Elle ne veut pas qu'on parle des actions du président de la République. On n'attribue pas ça au président de la République. Elle veut que ça soit elle. C'était vraiment... je ne comprenais pas la situation. Bon, c'est pas ça les débats. Allez, à gauche, c'est bien Walter Kouy, oui aussi, qui n'est plus à présenter. Vous avez compris qu'aujourd'hui, ça sera chaud sur ce plateau de télévision. Walter, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Serge Kabongo. Mes salutations à mon aîné Serge et puis à mon ami Mike Gardi, que j'ai vu ça fait très longtemps. Et salutations aussi aux téléspectateurs de CCTV et aux auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Très bien, vous gardez le micro, Walter Kouy, un peu comme Serge Nseka le disait tout à l'heure. Avant même de prendre le discours du président de la République, mais chacun d'entre vous doit pouvoir commenter un peu l'ouverture de cette session, la 77e ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'agenda, si je m'en tiens à ce que Serge a dit, il est environnemental. L'agenda, il est aussi la crise entre la Russie et l'Ukraine. L'agenda n'est pas congolais en tout cas. L'agenda n'est pas congolais, tout le monde le sait. Et les esprits les plus éclairés savent déjà que depuis l'interview de Guterres aux médias français, tout le monde avait déjà compris que l'agenda ne sera pas congolais, que la communauté internationale ou les Occidentaux ne sont pas derrière la RDC pour venir à bout de cette rébellion du M23. Mais certains que d'aucuns qualifieraient d'ignares continuent de faire des incantations pensant que la communauté internationale va nous comprendre. Non. Ce monde ou cette nébuleuse, ce machin, comme le disait Chirac, de la communauté internationale, c'est un monde très cynique, impitoyable. Chacun poursuit ses intérêts. Vous voyez le président de l'Union africaine, Macky Sall, dans son discours, nulle part il n'a parlé de la crise en République démocratique du Congo. Et pourtant, il a mandaté Joao Lourenço pour être médiateur de la crise. Étonnant qu'il n'en parle pas aux Nations Unies. Macron, dernièrement, a parlé de l'Ukraine. Il est revenu parce que cette guerre en Ukraine, c'est en réalité la guerre entre qui oppose l'OTAN à la Russie. Il est revenu, il nous pousse, nous, Africains, qui cherchons d'abord des médicaments contre la malaria, à porter le fardeau de la guerre en Ukraine, alors que pour le cas de la RDC, personne n'ose parler. On a l'embargo, qu'on puisse
parler ou autorisation préalable, disons, à utiliser des termes savants, mais nous savons que nous n'avons pas toute la latitude nécessaire, toute la liberté pour acquérir l'équipement militaire requis. Mais je comprends et reviens à dire que nous, Congolais, avons été depuis longtemps naïfs et nous n'avons pas jusque-là tenté une chose, c'est laquelle, c'est le sérieux dans cette démarche, dans ce processus pour l'imposition de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que pour cette question, chaque pays poursuit ses intérêts. Quand on nous appelle de soutenir l'Ukraine, d'appuyer les forces, les Occidentaux ont leur agenda qui n'est pas le nôtre. Mais nous, Congolais, quel est notre agenda? Très bien. On doit arrêter avec cette politique épidermique où quand le président rencontre telle personne, qu'on vient nous bombarder les oreilles la avec... diplomatie en marche. Vous voyez les photos du président de la République aux Nations Unies hier et tous les bruits qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux, je me dis, est-ce que nous sommes debout? Nous réfléchissons sur ce que nous serons ce pays demain ou c'est seulement ce qui est épidermique qui nous enchante? Très bien. Merci Walter. En tout cas, n'entrez pas encore dans le vif de l'émission. Gardi, je ne vous ai pas accordé la parole pour aborder ces premiers thèmes. Comment d'abord on fait, selon vous, pour inscrire ou faire inscrire un sujet dans les débats au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Est-ce qu'il faudrait faire un travail de lobby, les lobbies avec les pays qui comptent, c'est-à-dire que ce soit les pays des G5, non, les G20, que ce soit les membres permanents? Alors, s'il faut faire les lobbies a aussi une autre réponse, c'est la diplomatie. Mais j'ai ouï dire que le chef a fait quand même la ronde du monde, pour ne pas dire, il a fait le Magellan, le tour du monde. Mais comment on arrive, même celui qui l'a succédé à la tête de l'Union africaine, qui a même mandaté quelqu'un pour le compte de l'Union africaine, l'Angolais João Lourenço, pour la crise, mais lui-même le numéro 1 des pays africains, n'en parlait pas, en violation de la charte de l'Union africaine, et aucun pays, je dirais, de l'Occident, ne glisse ne fût-ce qu'une phrase sur la question du Congo. Serge Kabongo, je crois que vous et moi connaissons ce qui définit le rapport entre États. Aujourd'hui, quel est l'impact de la guerre de la République démocratique du Congo sur l'ensemble de ces États-là dont on parle? Je crois qu'on se conviendra à dire que l'impact est presque nul. Mais au-delà de ça, je crois que le débat, les échanges se tournent autour des États permanents. Quand vous regardez la composition, vous comprenez que l'Afrique part déjà à défavoriser. Mais au-delà de ça, il y a un levier important qu'on devrait activer. C'est que si jamais, dans le lobby, l'ensemble des États africains décidaient cette fois-là de parler une seule voix, de pouvoir imposer une thématique qui nous concerne nous, autour de la table, il y a eu le pouvoir en discuter. Mais à ce stade ici, je crois que le monde est cristallisé. Pour eux, le plus grand sujet pertinent, c'est la crise russo-ukrainienne avec ses ramifications et ses corollaires. Je comprends. Mais au-delà de ça, c'est aussi la faiblesse du fait que la République démocratique du Congo, depuis toujours, on était en train de le dire. Si vous voulez voir, la plupart des fois, on discute où se prennent des décisions au sujet de notre pays. Vous vous rendez compte que finalement, dans le fond, ce travail des fourmis n'est pas fait convenablement. Je donne un exemple. On est allé voter pour renforcer l'embargo contre la RDC. Nous, on n'a fait aucun travail de terrain. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une voix qui a parlé pour nous. Même la Russie a décidé de s'abstenir dans le sens où la Russie n'était pas d'accord avec la décision de la France, mais ne pouvait pas non plus abonder dans le sens donc de la RDC. tous sont dans les complots. Non, pas dans le complot. Je crois que le ministre des Affaires étrangères russe en a parlé. Il dit, on n'était pas d'accord dans cette initiative-là, mais on ne connaissait pas non plus quelle était la position, quels étaient les éléments d'argument de la RDC pour pouvoir prendre part à cette décision. Et Kinshasa non plus, apparemment Kinshasa a peur d'approcher un peu la Russie aussi, diplomatiquement. Quand je parle de la Russie, je prie en termes d'exemple, oui. Mais le problème c'est qu'à ces stades ici, on a de représentants au niveau de ces institutions. La moindre des choses qu'on se discute, c'est des agendas de ce genre-là, transmettre l'information à qui de droit. À ces stades ici, réfléchir comment contrer et quelles mesures prendre pour mener un contre-lobbying, pour faire valoir nos droits et nos besoins. Moi je crois. Contrairement à ce que vous dites, je suis un peu d'accord en partie avec vous. D'accord. Allez, on entre directement. La question devrait intéresser au plus haut point l'ONU. Pourquoi ? Je vous donne les éléments. Le Congo regorge la première mission la plus importante de l'ONU. Et c'est la mission qui coûte très cher à l'ONU. Plus de 20 ans.
De deux, l'ONU déploie des militaires qui sont tués par les terroristes du M23. Est-ce que vous ne pensez vraiment que cette question ne devrait pas préoccuper l'ONU aujourd'hui? Serge Kabongo, je vous réponds de manière succincte. Quand vous parlez, c'est la plus grande mission en termes d'effectifs et de logistique. Mais le pouvoir s'acquiert par ce... Et qui coûte à l'ONU. En réalité, si cette mission, si la question, comme on dit, si l'objet pour lequel cette mission est ici au Congo n'existe plus, l'ONU épargnerait les fonds pour financer des projets du genre école, tout. Oui, mais justement, ça, c'est ce que nous, on croit. Or, cette ONU-là profite, les intérêts existent justement dans la pérennisation de cette guerre, Serge Kabongo. C'est pourquoi je parle de la théorie du complot. Mais justement, tous quand vous parlez, sont dans le complot. En fait, en réalité, vous avez posé deux bonnes questions. Sur la question de l'intérêt, est-ce que, croyez-moi, l'ONU n'a pas intérêt à voir cette guerre-là s'achever dans la mesure où l'ONU a autant d'intérêt sur cette question-là. Deuxièmement... Donc même l'ONU livre ces militaires-là comme des chairs à canon. Je vais le dire de manière simple. Ils sont considérés comme étant de dommages collatéraux dans cette guerre. Mais c'est grave ça. Ça, c'est un langage simple de ces gens-là. C'est-à-dire, je ne vois pas comment... Et c'est pour ça que vous verrez dans ces contingents-là, les contingents qui meurent, ce sont les Pakistanais et les autres. Bangladesh, et les autres. C'est pas les Américains, ni les Français, ni les Allemands. C'est pas le cas. Oui. Ça veut dire que ce sont des chairs à canon, de gens qui viennent pour justifier l'existence d'un groupe armé. Permettez-moi d'utiliser cette expression-là. D'un groupe armé qui en réalité est ailleurs au lieu d'être là où on les attend. Donc, en quelque sorte, pour moi... Apparemment, ils ont compris ça aussi, hein, Wally. Apparemment, ces militaires onusiens ont compris qu'on n'est pas venu ici, l'ONU ne nous a pas envoyés ici pour maintenir la paix pour résoudre ou stabiliser les pays. C'est pour participer à une politique d'un complot ou à une politique d'une mafia qui ne dit pas son nom. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas attaquer malgré le fait qu'ils ont le fameux chapitre 7. Ils ont le chapitre 7, c'est-à-dire le mandat offensif. Voilà. Ils ne peuvent pas attendre que le gouvernement leur donne l'accord, voilà, ou que les Nations Unies. Donc, d'eux-mêmes, ils peuvent avoir l'initiative de faire la guerre aux groupes armés M23 ou autres. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a cet affairisme qui s'est enraciné en République démocratique du Congo depuis ces 20 dernières années, au sein de toutes les agences du système des Nations Unies, entre autres la MONUSCO. Parce que les Bangladais, les Indiens et Pakistanais, tous ces contingents, ils ont l'argent parce que l'État, les Nations Unies payent ces militaires. Mais l'argent ne vient pas directement dans les poches des contingents affectés ici. Ça va chez eux au pays. Voilà. Et le pays leur envoie quelque chose. Si un comme sous Kabila, Bangladais, pour ne pas vous couper, sous Kabila, ils avaient détourné l'argent des policiers. Voilà, qui étaient partis en RCR. Un militaire au Bangladesh aujourd'hui, le militaire bangladais aujourd'hui, c'est moins de $200 de salaire, ou disons de solde chez lui. Mais avec $1000 pour les Nations Unies, vous voyez l'économie que le pays fait. D'où la nécessité d'envoyer autant de militaires en République démocratique du Congo pour se faire un peu d'argent. Mais le vrai problème ou la grande difficulté, c'est notre faiblesse, c'est notre manque de sérieux. Nous ne sommes pas sérieux depuis beaucoup de temps sur la gestion de cette crise. Depuis Jules Mutegoussi, vous voyez, 2004, et toutes les manifestations contre la MONUSCO en République démocratique du Congo. Apparemment, on n'a pas tiré les leçons. Après l'alternance ou l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, à mon avis, on devrait relire tout ce que Joseph Kabila a fait dans le passé pour venir à bout de toutes ces rébellions. Parce qu'on a tout tenté. La fameuse triptyque avec Lambert Mende qui avait autant vanté pression militaire, diplomatie, et ainsi de suite. Mais quel résultat? Revenons chez nous-mêmes, soyons sérieux et faisons quelque chose de bon. Je pense et j'ai souvent été convaincu qu'il y a des hommes en uniforme capables de faire la guerre et venir à bout de cette rébellion, qu'elle soit plus équipée ou pas que la MONUSCO, mais le nombre est aussi un élément déterminant. Est-ce que la République démocratique du Congo, au-delà de l'embargo, n'a pas d'autres mécanismes pour acquérir l'outil nécessaire pour venir ça sera la dernière question pour conclure l'émission. C'est pourquoi je parle de l'intelligence du Congolais, du sérieux dans le travail pour venir à bout de cette rébellion. Mais sinon, si on se complaît à faire des histoires de façon épidermique, les photos, les déplacements, sans nous attendre aux vrais résultats, on sera là à pleurer. Je disais il n'y a pas quelques minutes passées ici que ce monde est impitoyable. Ce sont les intérêts, les affaires,
chaque pays a son agenda. Dans la guerre en République démocratique du Congo, tout ce qu'il y a comme Ouest africain ici, salariés du système des Nations Unies, vous savez que c'est l'argent qu'ils gagnent, ils vont investir chez eux. Oui. Pensez-vous que leurs pays seront contents de voir que la mission onusienne se termine et que ils vont devenir des chômeurs, parce qu'il faut... Non. Ça a toujours été comme ça. D'où à chaque pays d'être sérieux, de voir quels sont ses intérêts et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, comment déplacer les pions. Avoir des gens qui réfléchissent et qui ont l'expérience et l'expertise nécessaire, avérée. Mais c'est ça aussi quand on est conseiller stratégique. La stratégie, ce n'est pas seulement dans les mines. La stratégie aussi, je crois, c'est ça. Mais ce n'est pas souvent qu'on voit des conseillers stratégiques aller parler avec des stratégies militaires. Nous, c'est les stratégies seulement dans les mines. La stratégie militaire, malheureusement, il le maîtrise où? Mais quand on dit chercher des questions stratégiques, c'est quand même vaste, non? C'est justement ça, la mauvaise conceptualisation de choses. Je parlais du sérieux. Oui, nous sommes un pays où la majeure partie de la population et surtout du personnel politique est très pauvre. Qu'est-ce qui arrive défaillant? Quand les gens arrivent au pouvoir, toutes les tendances confondues, nous l'avons observé depuis plusieurs années, la première idée, c'est de se faire l'argent. Et quand on est en train de se faire l'argent, on pense que le Congo va mieux. Alors que ce n'est pas ça. Quand moi je me retrouve autour d'un ministre, on réduit le problème du Congo à mon problème. Voilà. Parce que je suis proche d'un ministre, je me retrouve. Et mon discours c'est ça va, le pays va bien. Alors que la réalité, ce n'est pas celle-là. Serge Nseka et Mike Gardidiana, je n'avais pas noté votre nom parce que vous êtes venu en retard. Le temps de noter. Mike Gardidiana. Très bien. Allez, édition spéciale, les grands orales du président de la République. On n'a pas eu le temps de revenir sur chaque phrase du président, mais je crois que nous devons prendre deux grands aspects. D'abord, l'aspect militaire, qui prend la main pour ce premier segment de ces débats. Serge Nseka. Je pense que, de manière générale, le président de la République vient d'ouvrir l'épilogue de la langue de bois en ce qui concerne la diplomatie congolaise où il met le doigt dans le plaid. Ouais. Il cite nommément avec des faits donc la responsabilité du Rwanda et qu'on attend pour ce soir justement la réplique du président rwandais à ce sujet. Mais je pense que le fait... Mais il est toujours dans la dénégation. Non, mais le problème est que les faits sont là. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi avance les faits. Et les faits qui ont été attestés par l'ONU demande à ce que ce rapport, le tout dernier, soit distribué à tout le monde, surtout aux membres du Conseil de sécurité. De sécurité. Alors, je crois que dans un premier temps, le job est fait. Voilà. Comme on pourrait le dire simplement. Mais est-ce que ça suffit? Parce que vous allez recevoir, nous allons recevoir sur nos plateaux les gens qui vont venir chanter la victoire de Félix Tshisekedi, donc qui vont venir vanter le succès. Mais je dis, c'est pas encore un succès dans la mesure où la voix du Congo ne porte pas plus loin que le Congo. Déjà, tu l'as dit, le président en exercice de l'Union africaine a parlé du terrorisme en Afrique de l'Ouest, il n'a pas parlé du terrorisme en République. Le Congo n'existe même pas pour nous Africains. Il parle de la Russie là-bas pendant que ses frères africains. Même pas pour nous Africains. C'est-à-dire que dans un premier temps, le Congo devrait faire du porte-à-porte. Aller, comme on a l'occasion de voir. Pendant 3 ans ici, il n'a fait que il n'a fait que voyager. Il a voyagé, mais il a vu qui? Il a parlé avec qui? Il a toqué à quelle porte? C'est deux choses. Aujourd'hui, c'est quelque chose de ciblé, de stratégique. Très bien. On doit voir qui. Il y a la possibilité de voir tous ces grands sans faire de voyage. Donc, question de prendre un taxi, arriver ici à cet hôtel, à tel autre hôtel, pour parler avec tout le monde, avec documents à l'appui. Solliciter l'adhésion de tout le monde à la cause congolaise. Parce qu'il ne suffit pas de pleurer les gens qui sont morts pendant le génocide du Rwanda et ignorer les millions de Congolais qui meurent. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure, entre parenthèses, de la considération de la mission onusienne ici en République démocratique du Congo. Quand on voit déjà le pays qui ont envoyé leur personnel militaire ici, on comprend que ça représente rien. Si on avait envoyé ici des Français et des Américains,
et ils ne laisseraient pas mourir leurs ressortissants. Ça, c'est de un. Mais en Ukraine, il n'y a pas la mission des Nations Unies, mais on recrute dans tout le pays. Toutes les nationalités sont là pour défendre l'Ukraine. Mais l'ONU n'envoie pas les contingents Bangladesh là-bas. 2 poids 2 mesures. À l'interne, nous devons compter, on l'a dit, et je suis content de comprendre que je félicite les services qui nous écoutent, qui ont mis un peu de ce que nous disons ici dans le discours du chef de l'État, parce que nous répétons que nous devons, nous, dire à tout le monde que nous sommes agressés par le Rwanda, on le répète sur tous les plateaux, ça c'est de un, et puis de deux, compter sur nos propres efforts. Nous devons être transgressifs, ne pas rester sur le droit chemin, comme dirait Fali, respecter. Non, non, il faudrait qu'à un certain moment, qu'on fasse des intrusions au Rwanda, implémenter ce que le Rwanda fait ici chez eux, je pense qu'on nous respecterait. On nous respecterait en ce moment-là. Parce qu'on veut être des modèles, on veut être de bons citoyens. Ça, dans un premier temps, c'est-à-dire que nous donner le moyen. Guterres dit il y a M23, une armée avec des moyens. Mais en 1944, quand Hitler décide d'envahir la Russie, militairement, stratégiquement, économiquement, l'Allemagne était beaucoup plus fort que la Russie. Mais pourquoi Hitler n'a pas réussi à investir la Russie avec le peu de moyens, avec le climat Mossad? C'est-à-dire la volonté d'un peuple n'a pas d'obstacle, quoi. La volonté d'un peuple. Et surtout, quand vous êtes dans vos droits, vous pouvez vaincre n'importe quelle armée. Ça, je termine en disant que Félix Tshisekedi, c'est un homme seul. Ah oui. C'est un homme seul parce que on doit sortir l'argent pour payer. Mais les militaires, pardon, l'argent ne sort pas. Même pour payer les pétroliers, du janvier au mois d'août, on n'a pas payé les pétroliers. Et à plus forte raison, les policiers, les militaires. Et on nous crie ici, on a réalisé des performances. Mais des performances pour quoi faire? Un. Deux, on a des conseillers des chefs de l'État qui se comportent de la manière que nous voyons. C'est-à-dire dans le précaré du président, je cherche des mots pour ne pas aller n'importe comment. Donc, même les collaborateurs des chefs de l'État ne respectent même pas la vision de leur chef. De trois, dans l'armée, on vient d'arrêter un général qui est en intelligence avec des forces étrangères. C'est-à-dire, Félix est là à se battre avec ses mots. Mais sur terrain, il est soutenu par qui? En dehors de nous journalistes, et je vois personne. Très bien. Gardi, vous avez la parole. Hein. Le chef n'a pas seulement chargé Kigali, mais aussi il a mis l'ONU devant sa responsabilité. Ah oui. Oui, Serge Kabongo, le chef de l'État ne pouvait que le faire dans le sens où pour une fois, il a eu comme argument la dynamique interne. Le chef ne pouvait pas aller à l'encontre de l'expression populaire et publique de la population, qui aujourd'hui s'est finalement rendu compte que la MONUSCO n'aidait pas la République, et non seulement que la MONUSCO n'aidait pas la République, et que le Rwanda a fini par sortir de sa cachette et être vu aussi, être présenté au vu au-dessus de tout le monde. Mais je crois que sur cette question-là, analysons froidement, ça serait une grossière erreur de notre part d'attendre beaucoup des autres. Pourquoi? Quand vous regardez la composition et le groupe de l'Union africaine, l'Europe qui est la mère nourricière a fait un effort de maintenir une équipe, en tout cas hétérogène. Dans le sens où aujourd'hui, au-delà de nos organisations sous-régionales, vous vous rendez compte qu'il y a chaque pôle qui répond à des intérêts de l'Europe ou d'un autre monde. Macky Sall, Côte d'Ivoire, bon, les Mali cherchent un peu... Les Mali cherchent à sortir d'un cercle pour aller vers un autre cercle. Ça veut dire qu'on est dans une dynamique où aujourd'hui, il nous sera difficile d'aller rien qu'avec nos mots et faire adhérer les autres dans notre combat. Je pense, à mon sens, que ça serait encore une fois... Je ne suis pas sûr que le chef de l'État n'a jamais parlé. Je ne suis pas sûr que pendant cet exercice au niveau de l'Union africaine n'a pas présenté. Je ne suis même pas sûr que les États africains, dont certains qui se sont permis d'aller plaider la cause de la Russie, sans parler la question de la RDC, ne connaissent pas le problème de la RDC. Le problème maintenant, c'est qu'il est peut-être possible, de manière indirecte, qu'il y ait des États de l'Afrique qui en profitent aussi. Ça, c'est une vérité, il faudra qu'on se le dise en face. Aujourd'hui, je prends un exemple. Quand, si jamais le Sénégal décidait de parler de la guerre russo-ukrainienne, c'est avec raison. Allez au Sénégal. Cette économie, l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique aujourd'hui, est en difficulté du simple fait de cette guerre-là.
quoi de plus normal dans ce rapport étatique que cet État-là parle d'un État où l'issue de la guerre profite à l'État. Donc à ce stade ici, arrêtons de croire naïvement. C'est-à-dire, on commet une erreur. On a été naïf vis-à-vis de cette communauté internationale. On veut l'être cette fois avec nos pères africains. Ça ne passera pas. Parce que nos pères africains sont encore, pour la plupart, sous tutelle, et qu'aujourd'hui, la condescendance de cette communauté internationale demeure et plane encore en grande partie sur l'ensemble de l'Afrique. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est une diplomatie efficace. C'est quoi? Commençons par écrire de centres d'intérêt. Ceux qui, par exemple, nos pays limitrophes, le Rwanda, je me réjouis du fait qu'on en parle, mais il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on dit sur le Rwanda. Avant que le chef de l'État n'aille le dire du haut de la tribune des Nations Unies, les différents rapports depuis des années, cette même MONUSCO-là a indexé plus d'une fois le Rwanda jusqu'à ce qu'on voie l'application du Rwanda. Et à ce stade ici, croyez-moi, le combat est devenu beaucoup plus compliqué parce que, je vais faire un petit récap. Les déclarations d'Antonio Guterres lors de son entretien à France 24 est pour moi une sorte de justification de l'inefficacité de l'ONU sur le sol congolais. Pour une fois, ils acceptent de passer pour des faibles, juste pour justifier qu'on n'a pas pu faire parce que, et trouver une raison valable. Et les Nations Unies acceptent pour une fois, l'organisation qui a un budget plus que les États, d'accepter qu'un mouvement rebelle soit mieux équipé que les Nations Unies. Si autrefois le Congo se serait permis de le dire... Mais comment les Nations Unies ne remontent pas la mèche pour savoir un peu davantage sur les ravitaillements en armes? Il n'y a pas à remonter. Parce que ici, chez nous, on dit que vous êtes sous embargo parce que vous donnez des armes aux forces négatives. Mais comment on ne sait pas dénicher comment est-ce que les M23 sont alimentés en armes? Serge, c'est pas déniché, ils le savent. Faisons la téléologie, la finalité des actions menées. Les États-Unis, comme les grandes puissances, ne se salissent pas le même. Le problème aujourd'hui, c'est que le fait que le commissionnaire rwandais est mis à nu, ça veut dire que dans les débouchés, il est possible qu'on remonte la filière sur les vrais, comme on dit. Ça risque d'embraser même... À ce stade ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer une situation de chaos. Dans le sens où on accepte notre faiblesse et que ces groupes-là, on donne de la puissance au M23 pour contraindre l'État congolais à retourner autour d'une table. Et dans les négociations, on fera en sorte d'imposer des clauses qui nous pousseront à ne pas... C'est le discours de tout le monde, Guterres l'a dit. Non mais, c'est ça le problème. L'ancien président français, comment il s'appelle, Sarkozy l'avait dit. Vital Kamerhe aussi, comme si lui aussi est dans le coup, l'a dit. Et croyez-moi, dans cette nébuleuse-là, il n'y a pas que cette communauté internationale, il y a des compatriotes qui sont cités. Merci. Et aujourd'hui, à ce stade ici, la finalité de ces actes-là est là. Et qu'on le dise du haut de la tribune des Nations Unies, c'est bien bon. Le monde nous entend. Mais est-ce que ce monde-là nous écoute? Très bien. Walter Couille, du moins, l'ONU est pris à témoin. L'ensemble de la planète est saisi et Félix l'a dit. Excusez-moi, j'ai suivi, je crois, c'est le 3e discours du président de la République depuis qu'il est chef de l'État. Et je crois que c'est le discours. Moi, je suivais ça en dormant vers minuit. Ça a commencé un peu avec un retard de 45 minutes. C'est son plus beau discours, à mon sens. C'est, je crois, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Le monde ne sera pas apitoyé par rapport à ce qui se passe chez nous à l'est de la République démocratique du Congo. Non. Et nous, comme responsables, nous ne devons pas continuer à nous lamenter. Nous devons nous assumer et réfléchir à l'interne pour voir qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour évacuer ce problème. Et avec quel partenaire maintenant? Non, j'ai dit ici qu'il n'y a pas de clémence ou... c'est pas question de foi ou de bons sentiments au niveau de la communauté internationale. Non, il y a question de rapport de force et puis les intérêts. Nous, notre tort, c'est d'aller avec le sentiment. On pense que quand on a souri à un tel président, que tout va bien. Non. Nous devons nous devons avoir notre agenda à nous. Qu'est-ce que nous devons faire et comment y aller? Peu importe, comme le disait Mobutu, s'il faut sceller l'accord avec le diable pour que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo, il faut y aller. Rappelez-vous, on a eu des accords commerciaux avec le Rwanda. On a eu des coopérations militaires avec le Rwanda et l'Ouganda. Tout ce qui a comme... Nini Félix a salité. Malheureusement, nous, on a utilisé plus de sentiments que... La fermeté. La fermeté et puis... Le réalisme. Le réalisme, le calcul politique, diplomatique pour que nous puissions gagner ce que nous cherchions. Non. On pensait qu'en donnant autant d'avantages au Rwanda, tout serait terminé. Non. Il faut étudier
Kagame, qu'est-ce qu'il veut? Que veut le régime de Kagame dans la sous-région? Quand on aura compris, c'est en ce moment-là qu'on va définir la bonne politique. Alors, je vous pose une question. C'est Serge qui l'avait dit ici. Nous n'avons pas nos gens d'ici qui est Georges Leta, comment il s'appelle encore, l'ancien patron des... Atundu est encore en vie. Atundu. Ils sont nombreux. Les anciens, Mokolo Apombo, Mbachi Mbacha. Mbachi Mbacha, c'est là qui peuvent chercher un numéro, appeler tel ou voir tel. Hein? Les Darouézi là, ils sont où? Le tort dans les systèmes politiques africains ou particulièrement congolais, quand un régime passe, celui qui vient avec ses gens. On oublie que le fonctionnaire, c'est un agent public de l'État, il travaille avec tout le monde. Les gens que vous venez de citer, c'était des fonctionnaires, c'est comme François Beya, l'ancien sécurocrate. C'était un fonctionnaire. Ouais. Un peu comme Daouézi aussi. Il a travaillé avec toutes les époques, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et puis Tshisekedi. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive quand un nouveau régime s'installe? On essaye d'écarter les chefs des différentes administrations, aussi bien dans le système de sécurité que dans l'administration publique. Oubliant que ces gens-là, ce n'étaient pas des militants du MPR ni du PPRD, c'était des fonctionnaires. Ils travaillent avec toute autorité publique légalement établie. J'ai lu une note que André Alain Atundu a écrit, a rédigée à l'attention, bien sûr, du chef de l'État. Il y a 3-4 mois. Non, celle que j'ai lue date d'il y a plus d'une année, s'agissant de la réforme de notre système de sécurité. Il a été concis et très clair. Je pense ou je suppose que cette note-là est remontée jusqu'au plus haut niveau parce qu'il a proposé beaucoup de pistes de solutions. Ce sont des gens qu'il faut consulter. Malheureusement, nous n'avons pas l'habitude d'aller revoir les archives. C'est pourquoi, quand quand des nouveaux cabinets arrivent, on oublie le passé, on oublie comment les dossiers ont été traités. Conséquence, nous sommes là avec des gens qui ne savent pas comment les dossiers ont été gérés. Parce que si on avait rélu et revu tout ce que Kabila a fait avec Kagame, puis finir à sa dernière interview quand il a dit que nous avons tout tenté, mais aujourd'hui, je dois être clair pour vous dire qu'avec le Rwanda, ça ne marche pas. Ouais. Vous vous rappelez de cette interview-là? Ouais. C'est de là que devrait partir, à mon avis, la réflexion de Félix Tshisekedi pour voir comment entreprendre une nouvelle démarche. On ne devrait pas s'emballer comme ça avec le sentiment, aller embrasser Kagame et penser que tout changerait à la minute. Non. D'où la nécessité de réfléchir, de voir qu'est-ce que nous voulons. Mettons de côté les sentiments, j'insiste, parce que ce n'est pas question des sentiments, c'est question de réflexion. Et puis voir comment on peut avancer pour que nous puissions gagner notre combat. Très bien. Bon, c'est dans ces entrefaites-là que le Premier ministre conduit une mission aujourd'hui. Il commence par l'Ituri, il va finir par le Nord Kivu. La question du réexamen ou la réévaluation de l'état des sièges, mais aussi la réadaptation de notre système de sécurité et de la défense. Il n'y a pas que les premiers ministres, il y a aussi des députés, membres de la commission défense et sécurité. Mais c'est pendant ce temps qu'on apprend la très mauvaise nouvelle. Il y a un colonel qui a empoisonné un général. Il en est mort. Ça, c'est les rapports de l'autopsie du médecin. Et pour terminer, c'est un général chef des armées dans cette région. La région de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et les Maniema. Troisième zone de défense. Merci beaucoup, cher Roman. Qui est cité dans une ténébreuse affaire. Des complicités avec des forces étrangères contre la République. En attendant que tout soit révélé, je n'aurai pas assez de mots à placer. Mais moi, je voudrais qu'il y ait assez de contrôle dans l'armée, dans la police et tous les systèmes de sécurité. Parce que, rappelez-vous, avant que Mamadou Ndala ne meure, c'était presque connu que le monsieur serait assassiné. Ouais. Mais quelles mesures a-t-on prises à l'époque pour que cela n'arrive pas? Rappelez-vous du général Baouma. C'était connu quelques jours ou quelques mois plus avant qu'on risque de lui faire la peau. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? C'est une zone où il y a beaucoup d'intérêts croisés, aussi bien des opérateurs économiques, militaires, politiques, nationaux, même les étrangers sont impliqués dans cette guerre. Mais notre tort, nous Congolais,
c'est de penser que quand un général, quand un politicien se retrouve, c'est que l'ensemble du pays s'est retrouvé. Raison pour laquelle nous nous retrouvons devant cette situation parce qu'un militaire ne peut pas, surtout à ce niveau de rang, ne peut pas devenir commerçant. Ne peut pas devenir commerçant. Il ne peut pas trahir la nation parce que c'est le plus grand crime qui puisse exister à mon avis. C'est à la limite vendre le pays. Or, si cela nous arrive, je ne crois pas que ça soit le premier. Il faut revoir, reformer. J'ose penser qu'avec cette nouvelle loi de la programmation militaire, il y aura du sérieux pour que nous ayons au sein des forces armées, même de l'ensemble de l'administration, des gens réellement dévoués au service de la nation et pas des individus. Est-ce que c'est vraiment des militaires qui ont gravi les échelons comme on commence par recrues, soldats de première classe, soldats de deuxième classe, sergent-major, adjudant-chef, sous-lieutenant, lieutenant-major, capitaine, major, colonel, lieutenant-colonel, colonel-fou. Est-ce que c'est des gens qui ont gravi tous ces échelons? Allez, Serge, vous allez terminer l'émission. J'aimerais que vous puissiez quand même commenter. Quelle chance pour cette mission d'évaluation du gouvernement et les parlements. Ce n'est pas une première. À quand la reconquête des Bunagana? Merci pour la question. Je crois qu'on ne peut pas interdire à ces gouvernements-là de faire le déplacement parce que dans cette guerre-là, il y a la partie militaire, mais il y a aussi la partie administrative. Oui. Il est d'impérieuse nécessité de pouvoir se rendre compte de dans quel contexte vit le Congolais. Aujourd'hui, circulent beaucoup des rumeurs sur Bunagana. On aurait fait baisser le drapeau de la RDC pour faire flotter un autre drapeau que le nôtre. C'est-à-dire qu'il était important de pouvoir aller se rendre compte, aussi bien tentés qu'ils vont entrer à Bunagana. Mais maintenant, sur la question du militaire, je peux faire un lien étroit avec ce qui se passe. Serge, vous avez posé une bonne question. Je risque de vous emballer dans beaucoup de choses que malheureusement, le Congo est en panne de citoyens. Le Congo est en panne de citoyens. Le problème que j'ai décrit souvent dans la société, c'est un problème général. Et c'est justement l'absence des citoyens ce qui fait qu'on donne une forme de politicocentrisme à la vie de la République. Tout est centré sur les politiques. Les politiques ont pris la place de tout. Même l'Église est politique. Les chefs coutumiers n'en parlent même pas. Ils sont restés que propriétaires de terre. Leur rôle sociétal dans la gestion de conflits internes, c'est là où je crains que dans les jours à venir, que le Congo implose à cause des conflits communautaires qui existent depuis un certain moment. Et ça, c'est même au sein de l'armée. Malheureusement. Mais le comble, est-ce que je crois que la lecture que je peux faire sur ça est simple? Je crois que si celui-là s'est permis de mettre fin à la vie du général, c'est certainement dans le système de renseignement, c'est pour éviter qu'on puisse remonter la filière. Je ne suis pas sûr qu'il l'a fait pour sa propre vie. Il sait que finalement, lui, c'est une proie facile qu'on peut facilement atteindre, mais c'est pour protéger les autres grands Bwana qui étaient dans la chaîne, justement, de ceux qui trahissaient la République pour servir les intérêts. Ça, c'est une lecture rapide et simple. Mais dans le fond, c'est un problème que nous connaissons tous. Nous savons tous que dans l'historicité de notre armée, qui est le complotisme, ça ne nous étonnera pas. Cette armée-là est une mosaïque venue des gauches à droite, mixée, mélangée, brassée, pressée, roulée. La première des réformes, à mon sens, devrait commencer à ces niveaux-là. Et je crois, à mon humble avis aussi, que l'une des faiblesses dans la stratégie militaire, c'est parce que, au-delà de l'intelligence qu'on peut mettre, on n'est pas rassuré de la chaîne de valeur en termes de l'action militaire, mais aussi en termes d'information. Et ça, à ces niveaux-là, il y en a eu plein. Il y a même des indices qui, même quand je ne suis pas du service, dans mon rôle de sociologue, je peux dire à ces stades ici, ça craint, il y a un danger qui risque d'arriver. Moi, en tant que journaliste, je sais identifier, je sais pressentir un problème. Oui, vous avez les flairs. Exactement. Oui. Si moi je peux l'avoir, à combien plus forte raison les gens qui sont allés au-delà de la simple notion de sociologie que moi j'ai appris et qui, au-delà de ça, ont eu les intelligences et les outils appropriés pour aller dans le sens, dans l'identification, dans l'intelligence, dans le renseignement. À ces niveaux-là, je crois que l'appareil est malade, il ne faudra pas qu'on se le trompe. À ces stades ici, il faudra qu'on réfléchisse et qu'on définisse une nouvelle politique militaire qui ira, à mon sens, de pair avec notre politique extérieure qui, jusqu'à aujourd'hui, a prouvé la faiblesse. Je répète encore une fois de plus, le monde nous voit comme étant des gens naïfs. On est vraiment le genre de Congolais qui font le chinois. On nous tape sur la tête, nous on vient rigoler et on cherche à, par le présent, résoudre un conflit. À ces stades ici, prouvons à la face du monde que nous sommes un État capable de sécuriser nos frontières. Vous verrez que ces gens-là reviendront autour d'une table
on nous a contraints à aller autour d'une table avec un peu de position de force, où on s'est même permis de ne pas exécuter certaines résolutions, parce qu'on s'était rendu, cette communauté-là et ce monde-là s'est rendu compte qu'on était à même de pouvoir aller au bout de M23. Je crois qu'il y a autant de jurisprudence, il y a autant d'éléments qui nous prouvent à suffisance que sans le rapport de force militaire, il nous est difficile de discuter sur des questions de sécuritaire et de se faire valoir aux yeux du monde. Ils n'en ont que faire. Ils s'en foutent de nos morts. Mais organisons-nous comme les Chinois. Les Chinois, à un moment, ils avaient compris. C'est la meilleure des choses. Très bien. Serge Nseka, c'est pas un problème. Commentez cette phrase du président de la République, le chef de l'État qui a réaffirmé la position du Congo sur sa biodiversité. Kinshasa va exploiter, dans le respect de normes environnementales, les ressources naturelles afin d'améliorer la vie des populations congolaises. Aucune ratification signée par la RDC ne l'empêche de faire cette exploitation. Fin de citation. J'ai dit tout à l'heure que nous devons être, je ne dirais pas indisciplinés, transgressifs, incisifs et congolo-centrés. C'est-à-dire quoi? Nous avons adhéré à beaucoup de documents, des accords qui, des fois, se retournent contre nous. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin d'argent pour terminer cette guerre-là, soutenir l'effort de guerre. Nous avons besoin d'argent. On nous a parlé ici de la famine, un tiers de la population, comme on laisse souffrir de la malnutrition. Il faut financer la gratuité. Je crois on aurait l'occasion d'en parler certainement. Alors, nous, on a des atouts. On a la forêt, on a cette biodiversité, on a la réponse pour la technologie moderne en ce qui concerne les batteries à base de lithium. Nous avons Inga, parce que le président de la République a parlé de Inga, du projet Grand Inga, qui peut apporter le courant jusqu'en Égypte et résorber les problèmes d'énergie au niveau de l'Europe. C'est-à-dire, tous ces potentiels-là, on doit le matérialiser dans un premier temps et savoir les gérer, mais pas les gérer de la manière hasardeuse, on appellerait quelqu'un pour réclamer autant de pourcentage. Pas de cette façon-là. Mettre des gens qu'il faut, des consortiums qui géreraient pour le compte de la République ces richesses, et ça constituerait pour nous un moyen de pression. En dehors de l'axe diplomatique, en dehors de l'axe militaire, on aurait le moyen ici de mettre le monde entier. Imaginez si le Congo se mettait à abattre ses arbres, à couper les arbres. Mais Greenpeace et tous les restes du monde viendraient ici pour nous demander. C'est-à-dire on a des moyens que nous ne voulons pas utiliser. Nous voulons être classiques, nous voulons être modèles vis-à-vis de gens qui ne nous respectent pas. Vis-à-vis des gens qui ne nous respectent pas. Et avec tout ce que nous avons comme trahison, les dés pipés comme on dit, il y a les vers dans la pomme. Il y a la présomption d'innocence à ce qui concerne les généraux qui venaient d'être interpellés ou arrêtés, je ne sais pas. Mais la femme du roi doit être au-dessus de tout soupçon. Quand il s'agit d'un haut responsable militaire de ce niveau-là, nous avons à craindre que tout l'édifice soit infiltré. Donc la responsabilité du président de la République aujourd'hui, de revoir son casting, de mettre des gens qu'il faut au-delà des clivages politico-économico, ethniques et autres. C'est-à-dire nous avons des compétences dans ce Congo ici qui appartiennent à toutes les souches. Prenez les gens qu'il faut, dans chaque domaine qu'il faut, dans chaque domaine qui pourrait apporter des solutions, et avançons avec ce que nous avons. Nous avons le lithium, nous avons le coltan, nous avons la biodiversité. Nous avons tout cela. C'est question, c'est-à-dire que de nous mettre en valeur, de dire que nous avons ceci. Il y a le pré-COP qui va se faire ici, en préparatif de 27e COP, je ne sais pas. Mais nous avons des arguments. Chaque fois qu'on va là-bas, on veut écouter le Congo, mais en échange, qu'est-ce que nous recevons? Merci Serge. Il y a des petits gens qui y vont, il y a des petits gens qui y vont pour des intérêts strictement personnels. Ce que nous avons comme richesse, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités. Ce sont des faits avérés. Non, c'est des objets de ornements. Non, c'est à nous Congolais, d'en faire des éléments diplomatiques, d'en faire des arguments diplomatiques qui pourraient mettre les autres à genoux. Quand je parle d'intérêts, c'est ça. Merci beaucoup. Vous pouvez garantir les intérêts des autres États, c'est normal. Serge, à la fin, l'émission est terminée. Oui, aux députés, il est inconcevable que vous ayez un budget revu avec une hausse de 32% pour ne majorer que des 0,1
72% le quota de la défense. Ça, c'est pas sérieux, s'il vous plaît. Ok. C'est pas sérieux. Que le député essaye de revoir... la Attendez, répartition répétez un peu ce que vous venez de dire là. le budget de 14 milliards Oui. pour l'exercice 2023, Oui. avec une marge de 32% de croissance, on affecte à peine 0,72% dans le budget de la défense. Ça veut dire qu'il quitte de 9,3 à 10,5 ou 6. C'est pas prioritaire, c'est pas important. Alors, c'est inconcevable. Donc, c'est un budget indicatif de notre volonté de pouvoir sécuriser nos frontières. Cela voudrait dire que même pour nous-mêmes Congolais, Est-ce que pour tout le monde les- sérieux? le législateur, la guerre là, c'est pas une priorité. Voilà. Donc, la guerre là, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Corrige ça. Je disais ici qu'il nous fallait, dans cette circonstance, Bon, dans on a ce lingala. contexte, Bozo mona mboka bino bozo bakeo bazo kangabiso bazo Dino, bozo vanter budget Diana. mais bozo a fait Bon, il semble que budget armé bakomaka nyonso na budget te ndenge na yoka babetela Gino. terminer il y l'émission. a la dotation militaire. On m'a dit il y a une des dotations qu'on Il y a la dotation, mais à mon avis, il fallait au Non. minimum dans ces Papa. contextes, au On minimum connaît 15%. le budget Au minimum indicatif 15%. de l'armée des États-Unis, de la Au minimum France, de la 15%. Russie. On connaît pourquoi chez nous On connaît connaît, pas. et pourquoi on cacherait chez nous? Au Ça devient minimum- encore des invisibles. Voilà, Makamboza Donc, Boy, bah, député, Bosso. bandeko, député. Mbosso. Bola Au qui revoir, les gars. s'abisso que vous soutenir effort de guerre. Voilà, vous avez dit prêt à la cotisation à $500. Vous avez l'occasion à mbongo à l'été à vous Il y a les- il y a binoté, il y a Bon, poche. bon, Il y a ça poche, se ça rapproche va, de ça va, soda. Quand est beaucoup ça va soda? Hein? Attendez, Tandis toute qu'on l'assemblée peut réunie, on va payer $200 000 pour l'armée. $200 000 c'est Tu vois quoi? pas pourquoi ça mbongo on a un Hein, budget le budget? beaucoup. C'est des argents qu'ils dépensent quand ils vont en Espagne et ailleurs. Non, C'est à mon des- avis, je pense qu'on verra un peu plus clair avec cette nouvelle loi de la programmation militaire. Oui. Nous pourrons La loi voir n'apportera pas d'ici l'argent. 5 ans Ouais. quelle sera l'armée de la République. La loi démocratique n'apportera du Congo. pas l'argent. Mais il faut le sérieux. Non, la loi s'accompagne avec c'est la loi, Ah oui, c'est l'argent ça. plutôt qui permettra d'appliquer cette loi. loi-là. Et Merci. je crois qu'il y aura du sérieux pour que l'argent ne se retrouve pas dans les poches des Aider le commissionnaires. chef de l'État, corriger Merci ça. beaucoup, madame, monsieur. C'était Walter Il est seul, le Pouy, chef de l'État Serge est seul. Nseka, aussi Mike Gardidiana, monsieur le président Bosso. Je vous rétorque aussi, comme vous l'avez dit à Nembalemba. Nous sommes à théâtre l'été. Hein? Que vous, comme deuxième personnalité du pays, toute honte but, vous demandez aux députés de contribuer pour soutenir les militaires. Pendant que votre contribution au terme de la loi, c'est d'affecter les moyens dans le budget et non pas demander l'argent dans les poches des députés. Nous sommes à théâtre l'été, Papa Mbosso. Hein? Nous sommes à théâtre l'été. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Prenez rendez-vous avec nous en rediffusion 18h, 9h30 demain. Ça sera jeudi au Faustin Koudiasiala, Innocent Olenga. Au revoir.